Привет, любителям музыки. Oui, bon, j'ai voulu faire un truc un petit peu original. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intermezzo, et aujourd'hui on s'attaque à du lourd, à du très très lourd, l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, rien que ça, Dimitri Shostakovich. Bon, alors tout le monde connaît les pubs de banque, André Rieu, tout ça, bon, aucun intérêt d'en rajouter. Aujourd'hui on va aller voir plus loin que cette foutue valse, et pour ça je vous ai sélectionné plusieurs morceaux de Shosta, Oui, c'est son petit surnom, oui. qui représentent pour moi le cœur de sa musique. Vous êtes prêts? Alors on y va. Et on commence avec un horrible changement dans la vie de Shostakovich, puisqu'à 15 ans, son père décède. Bon voilà, ça c'était juste pour vous mettre dans le bain direct, hein, parce que vous allez voir par la suite que la vie de Shosta, c'est pas vraiment midi les zouzous, tu vois. Hein. Ayant commencé le piano à 9 ans et devenant très vite un prodige, il se destine d'abord à une carrière d'instrumentiste. La perte de son père le poussera dans cette voie-là, et il se fera même embaucher en tant que pianiste de cinéma. Mais c'est bien vers la composition que se dirigera finalement Shostakovich, et il écrira donc cette même année une œuvre rendant hommage à son père, la suite pour deux pianos que lui et sa sœur joueront en concert. Je vous propose donc mon premier coup de cœur dans l'œuvre de Shostakovich avec un extrait du second mouvement, le Nocturne. Deuxième date et deuxième morceau. Oui, aujourd'hui on fait comme ça. Il s'agit d'une période assez délicate pour Shostakovich car en plus d'être dans l'œil du cyclone avec le pouvoir autour de son opéra Lady Macbeth, on en reparlera après. Hein. Calme-toi, pose ce flingue, ok? C'est bon les gars. J'ai évité un incident diplomatique là. Et bien niveau sentimental, il s'en est passé des choses. Hein. Je vous fais un petit topo. Putain, mais plus personne dit ça aujourd'hui. Shostakovich est marié depuis 2 ans avec Nina, mais il tombe fou amoureux d'une jeune étudiante rencontrée lors d'un festival. Du coup, il décide de divorcer. Et pendant toutes les procédures de divorce, etc., Shostakovich a composé sa sonate pour violoncelle et piano. Et c'est là que la question que tout le monde se pose intervient. Oui, tout le monde. Content ou pas de son divorce ? Je vous avais dit qu'on en reparlerait de son opéra Lady Macbeth. Lady Macbeth, c'est dur à dire. Donc en 1936, c'est la première au célèbre théâtre du Bolchoï à Moscou, et histoire de pimenter un peu le truc, Staline assiste à la représentation. Et quand Staline se déplace pour voir ton œuvre soi-disant subversive, tu serres un peu les fesses. J'imagine. Surtout quand l'histoire aborde des sujets aussi joyeux que le meurtre, l'adultère, la torture, etc. Et bingo, 2 jours plus tard, un article sort dans la Pravda. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Shostakovich s'est bien fait défoncer. Hein. Il est entre autres accusé d'avoir écrit une œuvre de gauche et pour les petits bourgeois. L'injure suprême pour un communiste. Ah ça passe pas. Un extrait de l'article résume bien le tout. On joue ici avec l'hermétisme, jeu qui pourrait mal finir. Voilà, donc niveau menace, on est plutôt pas mal, hein, c'est vrai, on peut le dire. Et puis Staline, il s'est dit, tiens, si je commencerais pas mes petites purges, moi, cette année, moi, ce serait bien, ça. Du coup, Shostakovich flippe littéralement sa race. Il prend même l'habitude de dormir tout habillé, avec une petite valise à côté de son lit, convaincu qu'il sera déporté. Mais il reste d'un optimisme à toute épreuve, disant même à la suite de tout ça quelque chose qui résume vraiment bien sa détermination et son courage. S'il me coupe les 2 mains, je tiendrai ma plume entre mes dents et continuerai à écrire de la musique.
Après la bonne grosse galère qu'il a eue avec le pouvoir, un peu de répit pour notre Shosta, puisqu'en 1940, il écrit une œuvre très classique, et qui est sûrement l'une de ses œuvres les plus accessibles de son répertoire. Et, ironie du sort, il recevra même pour cette pièce le prix Staline, lui qui a pourtant passé les 4 dernières années à être censuré. Et j'ai choisi de vous faire écouter l'un de mes mouvements préférés all time, qui a d'ailleurs donné son nom à l'émission, le 4e mouvement dit Intermezzo. « 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, et si t'as dépassé le CE2, tu sais que l'URSS en est sortie grande victorieuse. Et Staline, il a bien envie de célébrer ça, lui. Mais Shostakovich, lui, est pas trop dans ce délire-là, hein. Lui, il est plutôt dans le délire horreur des événements, nombre de morts hallucinants, l'ampleur des dégâts, etc., etc. La réalité, quoi. Et comme Shostakovich, c'est un petit malin, il accepte d'écrire quelque chose, mais l'œuvre ne sera pas vraiment celle qu'aura imaginé Staline. En effet, sa symphonie va à l'encontre de tout. De l'histoire de la symphonie en général. Et vous savez que les 9e symphonies depuis Beethoven, c'est toujours quelque chose de grandiose, hein, comme un idéal à atteindre en quelque sorte. Ça va aussi à l'encontre de l'histoire des symphonies de Shostakovich, puisque celle-ci ne va durer qu'une petite vingtaine de minutes. Soit autant que l'unique premier mouvement de sa précédente symphonie. Et va être seulement que pour un tout petit orchestre classique. Et puis niveau musique censé représenter la victoire russe, etc., on est quand même sur du bon gros troll, hein. Je vous laisse en juger. « 1953 va vraiment être l'année qui va tout changer dans la vie de Shostakovich. Je dirais même le 5 mars 1953 va tout changer. Puisque ce même jour, 2 personnes importantes dans sa vie meurent. Le premier est Sergueï Prokofiev. Bon, bien qu'ils n'aient jamais été de grands amis, les 2 compositeurs s'admiraient et se respectaient énormément. Et le second, c'est son ennemi de toujours, André Rieu. Qui a changé le prompteur, là? C'est Joseph Staline. À cause du désastre de sa 9e symphonie, Shostakovich n'en a plus écrit d'autres pendant 8 ans. Et tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, tout va ressortir dans sa 10e symphonie. Et notamment dans le second mouvement dans lequel Shosta a voulu faire, je cite, un portrait au vitriol de Staline. On écoute. Si vous voulez en savoir davantage sur cette magnifique 10e symphonie, j'ai fait une vidéo qui parle des 3e et 4e mouvements et où je vais un petit peu plus loin dans l'analyse. Le lien est en description, bien évidemment. S'il y a bien une œuvre à retenir de lui, c'est bien celle-là, parce que le 8e quatuor parle de la mort. Mais de pas n'importe quelle mort. Il parle de la mort de Shostakovich lui-même en fait. C'est-à-dire qu'en fait il s'est dit un jour... Bon, je sais pas trop si quelqu'un va écrire une œuvre à ma mémoire quand je serai mort, donc autant le faire moi-même. Et de ce côté-là, Shostakovich s'est lâché puisqu'il nous a fait ni plus ni moins une énorme compile de ses propres thèmes, nous servant par la même occasion son monogramme musical à toutes les sauces.
Bon alors avant que tu nous fasses une attaque, je vais t'expliquer calmement qu'est-ce que c'est que cette histoire de monogramme musical. Tu vois, c'est pas si méchant que ça finalement. En France, nous avons l'habitude d'appeler les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bon, jusque-là ça va. Sauf qu'on est un peu les seuls pecnos à faire ça, puisque en Angleterre et en Allemagne, par exemple, ils ont des lettres à la place des notes. Le La devient un A, le Si un B, etc. Et Shostakovich est donc parti de ce principe pour se représenter lui-même en musique, grâce à ses initiales. Du coup ça donne ça. Le D de Dimitri, le S, le C et le H de Shostakovich. Bon allez, assez discuté, je vous propose un extrait du deuxième mouvement, clairement l'un des plus saisissants de toute son œuvre. On écoute. Je vous propose pour cette dernière œuvre à découvrir de Shostakovich de bien vous accrocher. Ouais. Je vous lis ce que Shostakovich déclarait à propos de son quatuor à cordes. Ça va vous mettre dans l'ambiance. Direct. Il faut le jouer de telle sorte que les mouches tombent mortes du plafond et que les spectateurs commencent à sortir de la salle par pur ennui. Il s'agit là de son dernier quatuor à cordes et le mouvement que j'ai choisi c'est le second mouvement intitulé Sérénade. Alors en général une sérénade c'est censé être beau, c'est censé être une déclaration d'amour, c'est censé être romantique, c'est censé être... Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner c'est d'éviter de mettre la sérénade de Shosta en musique de fond pour la Saint-Valentin. Hein, c'est mieux. Chérie. Il faut que je te dise. Je t'aime. Je t'apprécie. Voilà, ce petit tour dans l'univers musical de Shostakovich est désormais terminé. Eh oui, mais moi je ne fais que vous inciter à aller par vous-même écouter le reste de son œuvre. Sinon, l'émission durerait plusieurs jours d'affilée, je vous le dis direct. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire, un petit abonnement, ou les 4, hein, et ben ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les Shostakovichiens, c'est dur à dire cette connerie, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.